Salut Stéphanie. Salut Romy, Donc merci d'avoir accepté l'invitation pour le petit podcast Kiffe ton chien. avec plaisir. Et donc aujourd'hui on va parler psychopédagogie et approche aussi justement en comportement canin pour un petit peu échanger sur les points communs qu'on peut avoir Mhm. entre ces deux disciplines. Alors pour commencer, je vais te demander de te présenter et de présenter ton parcours qui t'a amené à être psychopédagogue aujourd'hui. Ok, donc je m'appelle Stéphanie Rivier. Mon parcours, il est complètement atypique en fait. Je suis slasheuse. J'ai eu plusieurs métiers dans ma vie. Et c'est la première fois depuis cette année que je n'en ai qu'un pour l'instant. Donc, Première. mais entre autres, j'ai toujours fait de l'accompagnement, que ce soit des indépendants, des chefs d'entreprise, à mettre leur valeur dans leur entreprise, des adultes atypiques la plupart du temps. Et puis, en parallèle de ça, j'ai eu pendant 19 ans une papeterie en ligne que j'ai revendue en début d'année. D'où le fait que, voilà, maintenant, je ne suis plus que praticienne en psychopédagogie positive, en cabinet, en libéral. Et du coup, mon métier aujourd'hui, c'est d'accompagner surtout des adolescents, des adultes et des indépendants à être eux-mêmes, à reprendre confiance en eux, dans leurs apprentissages, dans leur entreprise, dans leur vie au quotidien, à être alignés. C'est une méthode qui est orientée solution, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas partir du passé. Je prends la personne telle qu'elle est aujourd'hui. Je ne prends même pas les bilans quand ce sont des atypiques. Voilà, je prends la personne telle qu'elle est aujourd'hui et on va chercher tout ce qui est positif en elle pour pouvoir être aligné. Alors peut-être qu'on peut préciser un peu ce que tu entends par personnalité atypique. Tout ce qui est au potentiel 10, TDA, autisme, voilà. Ok. Donc les gens Tous entendent les ça. gens sur qui on met un diagnostic ou une étiquette et qu'on ne devrait pas. Bon, c'est bien résumé. Donc les gens en entendant tout ton parcours, ils vont se dire mais pourquoi sur le podcast Kiffe ton chien? Donc on va vous expliquer. Donc en fait on s'est rencontrés à travers les réseaux déjà où on a pas mal échangé en fait Ouais, il y a plusieurs mois. Où le feeling passait bien et on s'est rencontrés lors d'un stage. T'étais venu sur Chantilly avec Huros ton chien. oui. Et en fait, en échangeant entre nous, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même beaucoup de points communs dans nos approches. Il y avait beaucoup de similitudes et en fait, c'est vrai que c'est des ponts qu'on peut avoir tendance à avoir du mal à faire entre les humains et les chiens, parce que certains veulent pas s'autoriser cette comparaison. Pour la compréhension, pourtant, c'est quand on va échanger par la suite, on va se rendre compte qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent permettre d'accéder à l'humain et au chien en faisant ces parallèles. Donc, est-ce que tu peux me dire un petit peu tous les points communs qu'il peut y avoir entre nos approches? Alors déjà, qu'est-ce qui fait que je suis venue à toi déjà? Parce qu'avant d'arriver à toi, j'en ai vu d'autres, bien évidemment. Et je suis allée en stage ailleurs aussi. Et puis, j'ai eu l'occasion de t'observer dans le sens où j'avais fait une journée en visio aussi. Euh, et moi, je suis pas pour le visio à la base. Donc, réussir à me tenir une journée en visio, je m'étais dit, waouh, la nana, elle assure. Elle a réussi un truc incroyable, déjà. Et puis, effectivement, ça m'a donné très clairement envie de venir à Chantilly et de passer 2 jours, enfin même 3 jours, parce que je suis restée même le samedi. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'on a une approche commune? Je dirais avant tout, c'est l'observation, l'acceptation de la personne telle qu'elle est. Ce que je disais avant, en fait. Pas d'étiquette, pas de diagnostic, pas de... Voilà. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment eu l'impression que tu nous accueillais tel qu'on était. Voilà, sans jugement, avec bienveillance et en disant bah voilà, on en est là aujourd'hui et on va aller avancer. Voilà, c'est exactement ce que moi je fais dans mon cabinet en fait. Et moi, c'est la première fois, et pourtant des comportementalistes, j'en connais d'autres, j'en ai croisé d'autres dans ma vie. C'est la première fois que j'avais cette approche en fait. Ce qu'il y a aussi de commun, c'est de toujours aller vers le positif, de voilà, d'être dans l'éducation positive, c'est-à-dire poser un cadre bienveillant et puis l'ajuster si besoin. C'est aussi amener l'autre à être acteur de son parcours, l'amener à être autonome. Et ça, je crois que c'est le plus beau cadeau, en fait, d'amener les gens
à être acteur avec leur chien et le chien à être acteur lui-même de ses propres décisions. Voilà, alors je l'ai comparé moi aux adolescents, hein, mais c'est exactement la même chose quand on a un adolescent. Plus on demande à l'adolescent d'être acteur et autonome, plus il va se réaliser et plus il va être bien dans sa peau, hein, clairement. Donc, voilà. L'autonomie et le fait de se centrer sur l'individu, c'est vrai que ça aide énormément, en fait, chacun à prendre confiance. On voit pour le chien, l'amener à être un peu plus autonome, c'est lui permettre d'être un peu plus lui-même. Et tu le disais, c'est en fait accepter qui est l'individu en face. Et donc le fait qu'il puisse aussi s'exprimer comme il est, enfin un maximum autant que possible, parce que là c'est vrai qu'on a des chiens, donc il y a un juste milieu à avoir. Mais en fait, de pouvoir les laisser s'exprimer et leur laisser aussi la possibilité de faire des choix, c'est vrai que ça aide énormément. Et ça, c'est ce que tu dis, toi, tu le fais déjà auprès de l'humain et tu te rends compte des bénéfices qu'il y a derrière, en fait, de prendre plus confiance, de prendre plus d'initiative et d'être plus autonome. En quoi c'est impactant, en quoi, en fait, ça aide et comment on y arrive à tout ça, en fait. Comment on y arrive à tout ça? Alors, il y avait aussi un point commun qu'on avait, c'était la communication non verbale. L'écoute active, le fait de regarder la communication non verbale qui est très importante, que ce soit dans ton métier ou dans le mien. Comment on arrive à tout ça? On arrive en observant les gens, justement, en leur donnant confiance, en leur prouvant qu'ils sont capables de faire. Aujourd'hui, je crois qu'on est dans une société où on n'a pas beaucoup l'occasion de se prouver qu'on est capable de le faire, où on ne se laisse pas le temps, où on n'a pas le temps, où on n'a pas le choix, enfin, il y a plein de choses qui font que. Mais je crois que c'est super important de dire aux gens, oui, tu es capable, en fait. Et regarde comment tu es capable. Oui, ton chien est capable de le faire. Euh, mais on ne s'autorise pas beaucoup, en fait. Donc, la première des choses, et je pense que c'est là où tu veux en venir aujourd'hui, c'est de savoir écouter ses besoins. Que ce soit pour le chien ou pour soi-même, hein. C'est vraiment de se dire qu'est-ce que j'ai besoin pour me réaliser aujourd'hui. Donc, tu veux Comment que je tu t'en... arrives ça, à trouver ça? Enfin, comment tu réponds à cette question? Parce que c'est pas évident, en fait, de pouvoir répondre à... faut déjà savoir ce que c'est que les besoins, pour commencer. Alors, comment on répond à cette question? Déjà, les besoins, il faut savoir qu'on en a tous, tout le monde, que ce soit un être humain, un animal, un végétal, tout le monde a des besoins. Ça, c'est la base, c'est fondamental, c'est viscéral, c'est notre boussole intérieure. C'est ce qui permet d'être en bonne santé physique et émotionnelle. Et que, enfin voilà, hein, sur l'humain ou sur le chien, c'est pareil, hein, je pense qu'on est raccord à ce niveau-là. Moi, je peux vous amener à vous interroger au niveau des besoins sur l'être humain, en tout cas. Il y a des classifications qui ont été faites par Maslow, par Marshall Rosenberg, etc. Si on part sur la pyramide de Maslow, qui est assez simple pour qu'on puisse expliquer, Maslow nous a fait une pyramide avec en fondation tout ce qui est besoin physiologique. Donc la base, boire, manger, dormir, respirer, marcher une demi-heure par jour. Ça paraît simple hein, quand on dit comme ça, mais je suis persuadée que la plupart des gens ne boivent pas 2 litres d'eau par jour, ne dorment pas 8 heures, ne mangent pas équilibré. Alors, un équilibre, c'est sur une semaine, hein, on n'est pas à compter chaque repas, hein, bien évidemment. Marcher une demi-heure et respirer. Oui, respirer, on le fait naturellement, mais apprendre réellement à respirer pour se détendre, c'est important. Ça, c'est la base, c'est la fondation. Si vous n'avez pas dormi 8 heures, si vous n'avez pas bu 2 litres d'eau par jour, déjà, votre fondation, elle est fissurée. Et ça, c'est un besoin physiologique. Ensuite, on a tout ce qui est besoin de sécurité. Donc, ça va être tout ce qui est un emploi stable, un logement décent, une sécurité financière. Alors, la sécurité, ça veut dire plein de choses. Les besoins sont différents selon les personnes, hein, bien évidemment. Mais en exemple, c'est ce que je peux vous donner, en tout cas. Ça peut être aussi une sécurité psychique, tout simplement. Après, on a le besoin d'appartenance et on est des animaux sociaux, les êtres humains. Donc, nous avons tous besoin d'appartenir à un groupe, que ce soit une famille, des amis, se sentir aimé, une communauté. Voilà, on a besoin. Ensuite, on a tout ce qui est besoin d'estime de soi, c'est avoir une image positive de soi, être accepté par les autres sans jugement. Voilà, donc c'est assez compliqué. On arrive au haut de la pyramide là quand même, hein. Et après, on a la réalisation. Donc là, c'est le summum, c'est s'accomplir pleinement, devenir un expert de son domaine,
vivre la vie qu'on veut, quels que soient les autres besoins. Et Maslow nous dit que tant que les besoins physiologiques, les premiers besoins ne sont pas assurés, on ne peut pas accéder aux autres. Et avec le recul et l'accompagnement que je fais depuis 15 ans, je suis assez d'accord avec cette façon de penser. Voilà. Comment on fait pour écouter ses besoins? Alors déjà, si vous ne les écoutez pas, vos besoins, pour commencer, et c'est là où il y a des rapports avec le chien aussi, c'est que vous allez être en colère, vous allez être triste, vous allez avoir mal au dos, vous allez avoir mal à la tête le soir, vous allez avoir la gorge serrée quand vous allez aller au boulot. Vous allez, enfin voilà, le corps parle en fait, hein. Très clairement, le corps nous dit qu'on a des besoins qui ne sont pas assouvis. Donc il faut aller les chercher, il faut aller s'interroger. Parce que moins vous écouterez vos besoins et moins vous serez bien dans votre vie. Et après, je suis secouriste en santé mentale, donc on a des dépressions. Enfin, là, c'est après le Covid, c'est apocalyptique, hein, tout ce qu'on a en santé mentale derrière. Donc, c'est très, très, très important d'écouter ses besoins. Et comment on fait? Parce que c'était ta question de démarrage. Comment on fait pour écouter ses besoins? Très souvent, ce que je donne comme exemple, le plus simple, à mon sens, aujourd'hui, c'est le matin, quand on est dans sa douche, dans ce moment intime, on se demande comment on va aujourd'hui. Comment je vais aujourd'hui, Ouais. tout simplement. Et ben aujourd'hui, je vais bien. Voilà, je vais bien, je suis en joie, je passe une journée avec mes enfants, je sais pas, voilà. Je vais bien, je suis en joie. Ça aussi, c'est un besoin, hein, la joie, hein. C'est l'alignement, c'est une émotion comme quoi tout va bien aujourd'hui. Ou alors, bah, je suis en colère. Ah ouais, ok, alors pourquoi je suis en colère? Bah, je suis en colère parce que j'ai une réunion à 11 heures avec Machine et que je sais que si j'ai cette réunion-là, et bah, ce soir, mon boulot ne sera pas fini à 18 heures. Il faut impérativement que je finisse à 18 heures. Voilà. C'est tout ça, en fait. C'est se dire comment je vais, accepter qu'on aille bien ou qu'on n'aille pas bien, très clairement. Et si on ne va pas bien, se demander pourquoi. Et plus on va faire ce travail-là au quotidien, c'est tout simple, hein, ça prend 3 minutes sous la douche, hein, tant qu'on se lave, hop, plus le corps va comprendre qu'on écoute nos besoins. Voilà. Et plus bah, on va pouvoir y répondre. Ou pas, parce qu'il y a des besoins auxquels on ne peut pas répondre, hein. Changer de boulot, ça ne se fait pas du jour au lendemain, par exemple, hein. Mais avoir conscience que c'est ça qui ne va pas bien, déjà, c'est déjà énorme. C'est vachement intéressant ça, ce que tu parles de ce dont tu parles, là, l'écoute, parce que c'est exactement ce qu'on évoque dans nos métiers par Ouais, rapport au chien, entre la relation humain et le chien. C'est important que, parce qu'on a tendance à demander que le chien écoute. Il doit écouter l'humain. Et pas ouais, forcément dans cette vision-là, mais il doit obéir. Alors que nous, on apporte le fait que oui, il doit écouter, mais comme toi, tu dois l'écouter. En fait, c'est nécessaire que chacun puisse s'entendre, puisse se comprendre. Alors le chien, il va pas prendre la douche le matin et se poser ces questions-là. Mais non, on peut l'aider en fait juste à accepter, à exprimer qui il est. On parlait tout à l'heure d'autonomie puis d'individu. Bah, c'est aussi ça, ça peut être le matin aussi. Regarder comment son chien va, qu'est-ce qu'il exprime aujourd'hui, comment il se sent en fait. Et ça va se manifester par son corps, par ses déplacements, par son énergie. Et on pourra s'adapter aussi en fonction de ça. Parce que lui, il a le droit aussi. Il n'aura pas sa réunion avec sa collègue à 11 heures, mais il a peut-être passé une mauvaise nuit, il a peut-être pas pu avoir la souris qu'il voulait, il est un peu frustré. Et en fait, bah, c'est aussi important d'écouter lui son besoin. Peut-être qu'il a un besoin d'être au calme ou besoin d'aller explorer ou peu importe. Et d'être dans cette écoute, c'est aussi ultra intéressant bah, d'observer et de voir qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec son chien ou pour son chien aussi. oui, moi je sais que mon chien n'aime pas sortir le matin. C'est-à-dire que si je sors le harnais ou la laisse, enfin la longe, parce que lui il en longe, mais le matin, il va se planquer dans mon bureau. Il te dit non. Il me dit non. Donc bah il sort pas le matin. Au départ, j'étais voilà, mon besoin de physiologique pour mon chien, je me disais comment je vais faire, machin, nanana. Et au final, bah non, c'est lui qui dit il veut pas sortir le matin, bah il sort pas le matin. Et par contre, quand lui a envie de sortir, il sait me le dire. Ouais. Alors, on fait une petite parenthèse, évidemment, là, toi, tu vis en maison, il y a un accès extérieur où ton chien, s'il Oui, a besoin de sortir, il peut. C'est différent par rapport aux personnes qui vivent en appartement avec leur chien, qui ont des contraintes au niveau même du travail. Oui, bah, parfois, notre chien n'a pas envie, mais on va quand même le sortir parce qu'on sait qu'il va passer un temps derrière seul. Là, on parle vraiment dans un contexte où le chien peut exprimer autant que possible ses besoins mm, et que c'est pas un impératif de le sortir, donc c'est OK là. Et donc, juste une petite question, parce que là, on parle de besoin. Comment oui. on différencie le besoin de l'envie? Alors, comment on différencie le besoin de l'envie?
c'est très simple, en fait. Je vais prendre un exemple tout simple. Euh, Mon téléphone, il va avoir 6 ans, je crois. Donc la batterie, bon, très clairement, elle tient plus. Le changer au niveau des mises à jour, ça va pas être top. Donc voilà. Donc il me faut un nouveau téléphone pour pouvoir travailler, pour pouvoir communiquer avec mes enfants, etc. Ça, c'est un besoin. Très clairement, c'est un besoin pour mon quotidien. Une envie, c'est j'ai envie de m'acheter un iPhone. Voilà. La différence, elle est là, en fait. Le besoin, il va être nécessaire. Ouais. L'envie, elle va souvent être inspirée par une pub, par quelque chose d'extérieur. Et en général, c'est passager ou c'est compulsif, une envie. Ça peut devenir compulsif, hein, très clairement. Hein. Mais c'est vraiment, au quotidien, je n'ai pas besoin d'un iPhone, en fait. Je peux acheter un téléphone beaucoup moins cher qu'un iPhone et qui fera exactement le même job, hein, soyons clairs. Donc ça, c'est la différence très claire entre un besoin et une envie. C'est vraiment le besoin, il est nécessaire. L'envie, c'est un peu plus too much en fait. Et est-ce que le besoin, enfin, on est d'accord, le besoin, il est individuel. Ton Oui, besoin à toi n'est pas mon besoin à moi, forcément. on a tous des besoins différents. D'où l'importance de s'interroger. Et c'est ce qui fait qu'on n'est jamais d'accord avec les autres, en fait, très clairement. Dans un couple, avec ses enfants, avec, je vais te prendre un exemple tout bête, avec les enfants et les ados qu'on peut avoir aujourd'hui. C'est-à-dire que toi, tu vas dire à table, c'est l'heure de manger parce que ça fait une demi-heure que je suis en cuisine et que c'est chaud. Et lui, il va te dire, ouais, mais moi, là, je suis en train de jouer à Minecraft et il me reste un quart d'heure de jeu avec mes potes, en fait. Ouais, je Son connais. besoin à lui, c'est de finir sa partie. Ton besoin à toi, c'est qu'il aille à table et qu'il arrête ses jeux vidéo. Voilà, tout simplement. Donc, on a tous des besoins différents. Et puis, même sur l'échelle de la pyramide, en fait, hein, il y a des gens qui vont pas avoir, qui vont se sentir en sécurité avec très peu. Il y en a qui vont, tant qu'ils sont pas propriétaires de leur maison, pour eux, ils seront pas en sécurité. Enfin, on est tous différents, en fait. Donc, il faut savoir les écouter et il faut savoir accepter que l'autre n'a pas les mêmes besoins que soi. Et bah, l'autre, c'est aussi le chien. Et c'est vrai que ça, c'est un pas à faire. On a tendance, justement, tu l'as dit tout à l'heure, tu donnais un exemple, tu disais Rose, bah, le matin, moi j'aurais bien aimé qu'il sorte. Enfin, tu te dis que justement, il a besoin de sortir, faut qu'il fasse ses Mmh. besoins, comme moi je le fais aussi avec Island sur plein de situations. Et c'est vrai que des fois, bah, on prend pas assez de recul et en fait, on se dit non, mais en fait, là, c'est mon besoin. Moi, mon besoin, c'est que là, il aille se promener dans tel endroit, mais peut-être que le sien, c'est d'aller ailleurs. Toi, tu dis, bah non, mais aujourd'hui, c'est la forêt, et elle adore ça. Peut-être que là, elle va me dire, et je l'ai déjà vu, des fois, on longe la forêt, je me dis, bah tiens, elle va aller dans la forêt. Non, elle veut longer et elle veut aller dans le quartier résidentiel. Bah, on y va. Mais si on n'écoute pas leurs besoins à eux, en fait, on est dans un rapport où bah, c'est que dans un sens. Et là, on parlait de justement de pouvoir que le chien puisse s'exprimer, puisse être autonome. Bah là, on va plus contrôler, on va plus en fait, on va moins être dans l'écoute et on risque de créer de la frustration ou du stress. Et au final, même pour nous, puisque le fait de ne pas écouter l'autre, peut-être qu'aussi on s'écoute pas non plus nous-mêmes parce qu'on n'a pas pris cette habitude, comme tu as dit, Ouais. qui est très cool. Très souvent, on ne sait pas écouter l'autre parce qu'on ne sait pas s'écouter. On n'apprend pas à s'écouter, en fait. On n'apprend pas à le faire. Et c'est bien dommage. Hein. J'aimerais qu'on le fasse dès l'école, hein, dès la maternelle, en fait. Hein, vraiment. Hein. À écouter ses besoins, exprimer ses émotions, c'est la base de tout, en fait. Hein. Vraiment, vraiment. Euh, mais non, on n'apprend pas à le faire. Et c'est pour ça que j'aime mon métier. Et en fait, comme tu me posais la question tout à l'heure, et moi je suis devenue psychopédagogue très clairement, parce que mon fils a passé son bac, et que j'ai vu tous les gamins autour dont les parents obligés à faire maths ou physique pour être ingénieur ou médecin, alors que les mômes voulaient faire complètement autre chose en fait. Et moi, on m'a dit, ah mais toi, il a passé les concours, il les a eus, etc. Oui, mais parce que je l'ai écouté, lui, il voulait être réalisateur en radio. Donc oui, ça fait pas, c'est pas la même chose que de dire oh, mon fils est médecin, très clairement. Mais c'est son kiff à lui, et aujourd'hui, il est très heureux dans cette profession-là, en fait. C'était son besoin à lui, de pouvoir diffuser de la culture, machin, etc. Mais il a fallu que je l'écoute. Très clairement, il a fallu que je l'écoute. Et que je me batte contre les profs, contre une partie de ma famille qui disait il est super intelligent, il a des capacités, il a un an d'avance. Ouais, ok, super, super. Mais c'est pas ça qu'il veut faire. Mais Et ça, c'est compliqué. Donc, écouter les besoins de l'autre, c'est très compliqué. Et effectivement, en fait, à cette période-là, j'accompagnais déjà les adultes, j'accompagnais déjà les indépendants à mettre leurs valeurs à eux, donc leurs besoins à eux dans leur entreprise.
Et là, je me suis dit, mais en fait, on va partir de plus loin. On va partir dès l'adolescence pour leur apprendre dès l'adolescence à le faire et que ça devienne des adultes heureux, en fait, hein, tout simplement. Après, c'est comme tu dis, c'est pas quelque chose qu'on nous apprend. Et c'est même, je l'ai souvent entendu, c'est un peu mal vu Ouais, de s'écouter. Bah non, il faut. Alors, quand je vois même mes grands-parents ou même mes parents, enfin, tu vois, c'est toujours le sens du sacrifice. Enfin, alors qu'en fait, au final, tu te rends compte que bah non, mieux t'es, plus tu t'écoutes, plus tu réponds à tes besoins, plus t'es disponible pour l'autre, plus tu vas répondre à ses besoins et plus ça va être fluide. Et c'était le côté, bah non, mais si tu t'écoutes, c'est égoïste, c'est égocentrique, etc. Alors qu'en fait, même moi, j'ai dû apprendre aussi à changer de regard là-dessus en me disant, mais en fait, même moi en tant que donc j'ai Highland aussi avec qui je vis, ma chienne, mais aussi en tant que maman. On a tendance à tout donner pour son enfant. Bah non, mais il faut qu'il soit bien. Et après, il y a un moment où tu dis, ah non, mais en fait là, ça va pas, hein. Et là, tu as une sorte d'épuisement et tu te dis, mais ça va pas. Et là, on te dit, non, non, mais en fait, écoute-toi, fais-toi du bien, prends soin de toi. Et au final, c'est vrai que derrière, tu te rends compte que, bah oui, tu es beaucoup plus dispo pour tout le monde. exactement. Et tu as des moments de qualité, alors que sinon, tu es toujours en stress, frustration, colère, et que l'autre subit au final. Mais parce qu'on n'a pas écouté nos besoins et on n'a pas su qu'il y avait des besoins derrière aussi, hein. Oui, 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 mais c'est exactement ça. C'est exactement ça, en fait. C'est vraiment, tant qu'on n'est pas capable d'écouter ses besoins, on n'est pas capable de s'occuper des autres. Et après, je dirais que c'est une éducation entre guillemets, alors ça vient, le don de soi, et cetera, ça vient en général de l'éducation, religieuse, en fait, hein, très clairement, hein, qui est ancrée en France et quelle que soit la religion, hein, il y a pas, voilà. Mais bah, il faut déconstruire tout ça, en fait. Il faut déconstruire tout ça et vraiment, tant que moi, j'ai travaillé pendant des années, 70 heures par semaine. C'est mon mari qui a compté, hein, donc voilà. Mais quand j'étais avec eux, j'étais pleinement avec eux. Voilà. Donc mes enfants ont toujours eu l'impression d'avoir une maman disponible parce que je rebossais le soir quand ils dormaient, parce que voilà. Mais parce que à 18 heures, alors ils allaient à la garderie, ils allaient à la cantine, hein, parce que très clairement, voilà. Mais à 18 heures, quand j'allais les chercher, j'étais disponible avec eux jusqu'à 21 heures. Voilà. J'allais les emmener au basket, à la piscine, à tout ce qu'ils ont pu faire. Voilà. J'étais vraiment. Et ça continue aujourd'hui. Là, j'ai bossé les jours fériés. Vendredi, je me suis fait une journée off avec mon grand. Et on s'est fait une journée que tous les deux. Et c'était magique. Et on est pleinement l'un à l'autre ensemble. Oui, parce que Voilà. tu peux le faire, parce que tu as répondu à des besoins que tu Oui, avais, tu as pu aussi bah, t'écouter, équilibrer ton temps, enfin, gérer, en fait, prioriser aussi peut-être. oui, c'est Est-ce ça. que c'est aussi ça qui est... c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de choix. Pour arriver à l'autonomie aussi, son chien, c'est important de lui laisser faire des choix. De le laisser dire ce qu'il a envie, de poser des limites. Et ça aussi, c'est pas forcément évident pour tout le monde de poser des limites ou de justement de dire non, là, stop, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de m'arrêter. Ou non, même à notre enfant, là, j'ai besoin de me concentrer pour travailler et après, je serai dispo pour toi. En fait, c'est vachement dur parce qu'on a le côté aussi des étiquettes. Tu parlais d'étiquettes, sur les chiens, il y en a énormément qu'on met sur leur comportement, mais aussi nous, comment on doit se comporter. Ou si le chien se comporte comme ça, c'est qu'il est mal éduqué, c'est qu'il est têtu, c'est que c'est lié à sa race, c'est que blablabla. Et en fait, on aime bien que tout rentre dans des cases. Et alors que l'être vivant, il peut pas rentrer dans des cases. Et même notre relation, on peut pas. Ça rentre pas dans une case, elle est pas comme ça tout le temps, elle est pas figée. Et ça, c'est dur aussi à faire entendre. Il y a beaucoup d'idées reçues et comme tu dis, il faut les déconstruire. Et nous, dans notre milieu, c'est une grosse partie de notre travail de déconstruire ces idées reçues. Oui, bah, dans le mien aussi, hein, tu imagines bien, hein. C'est tout le temps, en fait. Et très souvent, en fait, j'accompagne les adolescents, mais c'est les parents que je devrais accompagner. Très clairement. Voilà. Parce que c'est compliqué Après, ils veulent le meilleur, ce qui eux estiment. En fait, c'est ça le décalage. C'est que eux veulent le meilleur pour leurs enfants. Mais leur version à eux du meilleur. Mm. Voilà. Donc, c'est vraiment. J'en ai eu une la semaine prochaine, hein, la semaine dernière, ouais, je vais la revoir la semaine prochaine, ça va être autre chose. Où la mère m'envoie un message en disant elle ne sait pas quoi faire comme option, machin, on a jusqu'au 16 mai. Je lui dis pas de problème, je change ma séance, je travaille avec elle le sujet et tout. Je lui envoie le résultat, elle m'envoie un WhatsApp à 23 heures pour me dire qu'elle n'est pas contente du travail qu'on a fait, que ça va rien donner sur Parcoursup, machin, etc.
Et donc là, j'ai dit stop. J'ai dit alors, écoutez, vous allez devoir comprendre que votre fille, elle veut pas faire vétérinaire ni maths et physique en fait. Elle veut être prof en musique, musicologie, donc elle prend telle option et telle option. Et on a quand même travaillé 1 heure et demie sur ce que chaque option pouvait lui apporter. Donc c'est pas juste comme ça un coup de baguette magique. Et voilà. Et je lui ai dit, son besoin à elle, ce n'est pas d'être vétérinaire. Votre projection à vous, c'est qu'elle soit vétérinaire parce qu'elle aime les animaux. Mais son besoin à elle, c'est de poursuivre la musique. En plus, enfin, elle est au conservatoire, elle a option de musique déjà en seconde. Enfin voilà, elle le vit. Voilà, c'est ce qu'elle veut faire. Elle s'est renseignée en plus avant de venir en séance. Donc vraiment, elle avait été chercher. La gamine, elle avait été chercher ce qu'elle voulait. Mais voilà, j'ai été obligée de rentrer dans le dur là, avec la maman pour dire arrêtez de projeter vos besoins à vous sur votre fille. Vraiment, s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Et ça, c'est compliqué. En fait, c'est ça, c'est les attentes, ça rejoint les attentes qu'on peut avoir. Comme tu dis, là, les besoins, bah, qui sont sûrement derrière les attentes. Mais Ouais, avec nos chiens, c'est exactement pareil. Il y a des personnes qui peuvent prendre un chien parce que, bon, besoin de compagnie ou besoin de travailler avec, ou parce que tu as une projection en disant, bah, tel chien ou telle race, on va faire tout ça ensemble. Et la réalité, des fois, c'est là, nous, on est là pour les accompagner en disant, bah, en fait, c'est ce que vous voulez, c'est de ce dont vous avez besoin, mais votre chien, lui, c'est pas possible en fait. Mon premier chien, Even, enfin mon premier chien à moi, parce que j'ai eu tout le temps des chiens avant avec mes parents, je voulais faire de la médiation animale. Donc j'ai regardé les annonces et j'avais pris sur le bon coin, le truc à pas faire. Mais Even, un Golden Retriever, parce que c'est un chien de médiation animale. Enfin bon, tous les clichés, voilà, je les ai. Je les avais et c'était avant de rentrer en formation. Et quand je suis rentrée en formation, je me suis dit, oh là là, en fait, je commençais déjà bah, à connaître mon chien de plus en plus, parce qu'il était petit quand je l'ai eu. Et là, j'ai déjà vu de moi-même en me disant, mais ça va pas être possible. Il est pas du tout à l'aise, il est très craintif, je ne pourrais pas faire de la médiation animale. Au final, je l'ai vite accepté puisque ma priorité c'était le bien-être de mon chien et ça m'a amené à faire d'autres projets et il n'y avait pas de problème. Mais c'est là où en fait j'ai réalisé que avant ça, je m'étais pas posé de questions, je m'étais dit juste qu'est-ce qu'il faut, ok, tel chien, tel chien, tel chien, qu'est-ce que j'ai besoin, ça, mais je m'étais pas imaginé une seule seconde que bah, le chien lui il serait peut-être pas fait pour ça ou qu'il serait pas à l'aise. ouais, il serait pas Parce OK. qu'on a nos projections et nos attentes, c'est tellement profond, on se dit bah non, mais on veut faire ça. Ou Ouais. peut-être pas profond, c'est juste qu'on s'est pas écouté et ça se trouve, on aurait peut-être vu les choses différemment. Mais on n'a pas pris le temps. Et le temps, comme tu l'as dit tout à l'heure, il est primordial et on le prend pas assez, même avec nos chiens. Ouais. Et tu vois, quand tu demandais tout à l'heure la différence entre besoin et envie, donc moi, je suis arrivée à un moment de ma vie où j'avais besoin de faire entrer une vie dans ma vie et d'avoir un chien. Voilà. C'était un choix. C'était mon premier chien à 50 ans, quand même. Et mon envie, c'était qu'il ressemble au chien de mon fils aîné, physiquement. Alors que je savais très bien que après, mon chien serait mon chien, Cero est Cero, Uros est Uros. Mais physiquement, pour moi, c'était, je le trouvais tellement beau ce chien. Voilà, mon envie, c'était qu'il ressemble à Cero. Mais mon besoin, c'était d'avoir un compagnon de vie pour moi. Tu vois la nuance, en Ouais. fait. Et c'était pas d'avoir un Cero, parce que Cero, c'était le chien d'Hugo, mais c'était vraiment voilà, d'avoir en envie quelqu'un qui physiquement lui ressemble. Et il lui ressemble. Et est-ce que tu as eu justement un côté au début, quand tu l'as eu, certaines projections, certaines attentes, certaines comparaisons que tu as fait? Ou facile? Entre les deux, alors non, pas du tout. Dans le sens où Cero ne faisait plus partie de notre vie parce que voilà, c'est l'ex-compagne de mon fils qui est reparti avec, donc voilà. Donc je les ai jamais eus en même temps, en fait. Par contre, je me suis beaucoup appuyée sur tout ce que mon fils savait pour pouvoir éduquer Uros, en fait, de ce fait-là. Oui. Mon besoin à moi, en fait, tu vois, par rapport à mon chien, c'était d'être entourée. Donc, j'ai trouvé une super éducatrice. J'ai une voisine qui est comportementaliste et qui me le garde quand je pars à l'étranger. J'ai trouvé des stages avec toi. En fait, c'est ça, c'est d'avoir vraiment des personnes en qui j'ai une entière confiance et à qui je peux poser n'importe quelle question qui peut paraître idiote même à la base, mais qui est mon besoin d'avoir une réponse. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, j'ai beaucoup discuté avec mon fils, même quand je lui ai dit que je voulais un chien, lui m'a beaucoup fait réfléchir en fait sur comment tu vas faire au quotidien, tu sais le temps que ça demande, enfin vraiment, vraiment. Et j'ai trouvé ça très intéressant comme démarche en fait. Et c'est une démarche qu'on devrait tous faire à la base pour pouvoir bah, déjà savoir si on peut vraiment accueillir un chien, parce que c'est pas Oui, tout le monde.
Même si on a envie ou même si on a besoin, bah, parfois la réalité fait que ça ne sera pas compatible avec le bien-être du chien, donc il faut pouvoir accepter aussi, ou sinon trouver des compromis, etc. Mais ça, il faut passer du temps à ça. Et c'est pour ça que je suis aussi contente qu'il n'y ait plus de vente en animalerie, Truffaut, etc. de chiens, parce que c'était vraiment comment dire, coups de pression que la personne pouvait avoir. Elle achète un Ouais. shampoing, elle repart avec un chien. Et sauf que ça marche pas comme ça en fait, parce que là, tu as pas pris le temps d'écouter, tu t'es même pas renseigné sur la vie du chien, sur qui il est ou dans quel milieu il a grandi. Et en fait, ça peut fonctionner, mais ça peut aussi faire de gros dégâts et justement avoir des problèmes, parce que tu as des projections et en fait, ça va être complètement en dehors de la réalité parce Ouais. que en fait, t'as pas pris le temps de réfléchir ou t'as pas pris le temps de prendre la bonne décision qui correspondait à toi et à ton chien. Oui, alors moi j'ai l'éleveuse hein, qui élève des briards depuis 42 ans, donc qui est quelqu'un de très connu dans le milieu. Et j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps avec elle. Et je lui ai dit, qu'est-ce qui fait que tu m'as dit oui au final? Parce que moi j'ai déjà vu, hein, après, les portées qu'elle a eues après, c'est que des gens qu'elle connaît. Et sur la portée du rose, je suis la seule à être là, être de l'extérieur, entre guillemets, pas de sa communauté, et à ne pas avoir eu de chien avant, et à ne pas avoir eu de briard avant. Et elle me dit, est-ce que tu te rappelles le nombre de conversations téléphoniques qu'on a eues, le nombre de questions que je t'ai posées? Et elle me dit, j'ai longuement hésité, vraiment. Et elle me dit, bon, après, j'ai senti qu'à chaque fois que j'avais une question, tu savais y répondre, tu y avais réfléchi, machin, etc. Mais oui, mais ça, je crois que c'est aussi je pense que les éleveurs devraient aussi, euh, ok, c'est leur métier d'éduquer, de vendre le chien, mais de faire attention à qui ils le vendent aussi, très clairement. Mm. Tous le font pas. Certains vont justement vraiment être très précautionneux à ça et d'ailleurs, c'est eux qui vont être attentifs au bien-être de leur chien parce qu'ils veulent pas qu'ils aillent n'importe où. D'autres moins, mais ça c'est plus oui, une affaire d'éthique et de business dans certains cas malheureusement. Ouais. Et c'est pour ça que nous aussi, c'est à nous de choisir quand on va accueillir un chien. Alors, si on veut pas en élevage, on peut aller en assaut, hein. Mais c'est aussi là, c'est important de se questionner sur quels sont nos besoins, comment va être notre vie avec ce chien, quel temps on va y accorder. Enfin, voilà, c'est important de se poser aussi là-dessus. Et c'est pour ça que parfois, là, je parlais de Truffaut et tout, on agit sous le coup des émotions. En fait, là, ça va être important aussi de parler des émotions. T'en as parlé tout à l'heure. C'est parfois difficile de reconnaître une émotion ou surtout de savoir quel besoin il y a derrière cette émotion. Est-ce que tu pourrais nous citer quelques petits exemples d'émotions Alors, et du besoin qui se cache derrière? une émotion, en fait, c'est le message de ton besoin. Tu sais, tu nous parles souvent du SMS ou du WhatsApp pour nos chiens. Bah, l'émotion, c'est le SMS ou le WhatsApp du corps, en fait. À partir du moment où tu vis une émotion, c'est que très clairement, il se passe quelque chose derrière. Donc, si tu es en colère, c'est qu'il y a un besoin où on n'a pas répondu. Je vais te citer un exemple qu'on m'a cité la semaine dernière au cabinet. J'ai une femme qui a bossé pendant des journées et des journées sur un dossier. Elle arrive en réunion, elle lance le PowerPoint, son chef commence à présenter, ne dit pas que c'est elle qui l'a fait, hein, et reçoit tous les applaudissements à la fin, machin, etc. Elle arrive dans mon cabinet épuisée d'avoir bossé comme une folle et d'une tristesse, mais incroyable. Ben ouais, parce que là, elle avait juste besoin de reconnaissance en fait de son travail. Voilà. Donc son émotion, ça a été l'épuisement, donc physique, hein, très clairement, et la tristesse et la colère hein, parce qu'elle n'avait pas eu cette reconnaissance. Il lui suffisait de dire merci à ma collaboratrice d'avoir préparé cette réunion. Enfin, je ne sais pas ce qu'il aurait pu dire ou faire, hein, mais voilà. Donc l'émotion, c'est ça. C'est vraiment le messager du besoin. Donc il faut les écouter. Mais même quand c'est une émotion positive, hein, c'est le messager que tout va bien, que tu as réalisé quelque chose où tout va bien. Oui, au final, de toute façon, une émotion, c'est une émotion et c'est vrai qu'elle est importante parce que parfois on a tendance à dire non, cette émotion, bah, justement positive, entre guillemets, on l'accepte, elle est tolérable, puisque même en société, c'est bien. La colère, la tristesse, non, c'est gênant ou c'est pas acceptable, etc. Et pour nos chiens, c'est exactement ce qui se passe. Et nos chiens qui, eux, sont moins dans la prise de tête que nous quand même, moins dans le jugement et le regard des autres. Enfin, a priori, on n'est pas dans leur cerveau, mais quand même. Et en fait, ils ont pas les mêmes normes en fait de société. Eux, ils s'en fichent de ça. Et ce qu'on voit, c'est que souvent, on ne veut pas qu'un chien manifeste telle émotion. Un chien qui va être en colère, il peut aboyer et parfois aboyer fort.
il peut se déplacer rapidement, etc. Et on va vouloir tout de suite l'éteindre en se disant, mais non, ça, c'est pas acceptable. Et le problème de ça, c'est qu'à force d'éteindre, le chien, bah, les besoins qu'il a derrière et d'exprimer ces émotions-là, il peut pas en fait. Et donc ça fait soit des cocottes minutes ou soit des chiens qui sont en résignation acquise, enfin, qui survivent au final, hein, parce que ils ont pas le droit de Ouais, s'exprimer. Et ouais, là, mais on c'est va ça. à l'inverse de l'autonomie, à l'inverse du respect. Et c'est pas forcément des gens qui veulent éteindre volontairement, c'est juste que le regard des autres les gêne. Donc, ils veulent que leur chien arrête d'aboyer, etc. Et ils vont chercher des trucs et astuces et des résolutions en 21 jours, comme on peut voir sur Internet, en mode, bon, bah Ouais, maintenant, je vais t'apprendre en 21 jours à ce que ton chien n'aboie pas. Mais la question, elle n'est pas là. C'est pourquoi ton chien, il aboie? Pourquoi ton chien, il exactement. se met dans cet état-là? Et si tu cherches pas à comprendre, bah là, il y a un problème de communication, de relation, et c'est là que ça va pas. Et Ouais. c'est où on intervient, nous, quand on fait notre métier correctement, quoi. Oui, mais c'est exactement ça et c'est en fait, quand tu dis survie, mais pour l'être humain, c'est pareil. Tant que tu n'as pas écouté tes besoins, tu es en mode survie tout le temps. Tu es tout le temps dépassé, tu es tout le temps fatigué, tu es tout le temps il y a toujours quelque chose qui va pas, en fait. Donc il faut s'autoriser, en fait. Vraiment, il faut s'autoriser. Ah, ça, c'est un beau message. On s'autorise peu de choses, et je le vois bien d'ailleurs dans l'accompagnement aussi avec les humains et leurs chiens. Des fois, tu dis, bah, tout est mis en place, enfin, en apparence. Tu vois, le chien, il est sorti, il est baladé, durée qu'on a, enfin, la durée qu'on a conseillée, etc., dans les lieux qu'on a conseillés, mais il y a toujours un blocage. Et en fait, Mmh. tu analyses derrière et tu poses des questions ou tu regardes le non-verbal même de l'humain et tu te rends compte que, mais en fait, il y a quelque chose derrière. Soit des peurs, soit des blocages, et en fait, tant qu'elle ne travaille pas là-dessus, donc nous, on peut essayer des fois d'y amener, mais parfois, c'est pas notre métier totalement. Enfin, on a une limite aussi, nous. Donc, on va Ouais orienter vers d'autres professionnels si la personne et elle OK, est pour OK, être accompagné. c'est délicat. Et des fois, tu te rends compte que, en fait, il y a un énorme problème là-dedans. On n'arrive pas trop à mettre le doigt dessus parce qu'elle-même ne veut pas trop creuser. Et on se rend compte qu'avec le chien, bah ouais, mais ça matche pas, hein. Parce que les chiens, ils sont très, justement, il y a moins de filtres. Ils sont très, eux, dans l'écoute de nous. Et ils ressentent. Et en fait, on va avoir des blocages, des problèmes. Parce qu'il y a un problème, enfin, il y a une non-écoute de la personne par rapport à ses besoins ou ses émotions. Ouais. Oui, oui, bah, oui, oui, on l'a vu même en stage quand on était ensemble, hein, très clairement. Donc, puis moi, je l'ai vu. Alors oui, je sais, c'est pas bien d'aller au parc aux chiens, mais j'ai un très très grand parc aux chiens à côté de chez moi, de la taille d'un terrain de football. Et quand tu disais les chiens grognent, moi j'ai un briard, donc forcément, hein, dès qu'il fait tout le monde le regarde, tout le monde, voilà. Et non, il agresse pas à ce moment-là, juste il s'exprime, c'est tout. Mais c'est vrai que le regard des autres à ce moment-là est très compliqué. On en avait parlé toutes les deux. Et bon, et maintenant je leur dis, et c'est pareil. Enfin, moi, on m'a déjà dit parce que, bah oui, hein, forcément, je fais une éducation bienveillante avec mon chien, donc jamais je m'énerve après lui. Et quand je vais le chercher, je ne cours pas et je crie pas quand je le rappelle. Et j'ai déjà vu un mec s'approcher de mon chien, l'air de dire c'est ton chien et aller sur lui. Et je lui ai dit, mais t'as pas compris que plus tu vas lui parler comme ça, plus il va aboyer de toute façon. Donc voilà. Et hop, moi j'ai rappelé mon chien, allez mon cœur, on y va. Il m'a regardé, il m'a suivi, on est allé, il s'est arrêté dans son délire d'aboyer sur la chienne et voilà quoi. Donc, mais oui, ça c'est compliqué. Le regard de l'autre est très compliqué. Mais plus on va aller puiser dans nos besoins, plus on va apprendre à les écouter, plus après, alors l'étape d'après, c'est réussir à dire à l'autre son besoin, hein, mais ça c'est encore autre chose, hein, on n'en est pas là. Plus on va être aligné et plus tout va être fluide dans notre vie en fait. En fait, c'est un processus pour y arriver. Et c'est pour ça que même pour le chien, eux, ils nous amènent à ça. Parce que plus on va aller dans la compréhension du langage canin, la prise en compte des émotions, de leurs besoins, en fait, ça fait écho. Et justement, on va finir l'interview là-dessus pour parler de notre projet qui va voir le jour à la rentrée. Est-ce que tu peux un petit peu parler de tout ça et puis je compléterai sur la Alors, formation qu'on parler vous a. de tout ça, ça c'est la question piège en fait. On n'a posé que les fondations, que les Ben oui, mais les besoins fondations, physiologiques pour l'instant. eh ben, on est à la base. On a la base. Alors, notre projet, en fait, du coup, comme je suis venue en formation avec toi et que j'ai vu comment tu fonctionnais et que moi, j'ai toujours besoin de créer des choses que j'ai pas vues ailleurs, je t'ai proposé et tu as accepté avec grand plaisir et ça m'a fait énormément plaisir qu'on fasse un atelier commun pour apprendre aux humains à repérer leurs propres besoins à eux.
déjà, et savoir pourquoi ils ont adopté un chien et qu'est-ce que le chien leur apporte aujourd'hui. Et déjà là, dans la pyramide, on va monter des étapes. Et parce que ça, à mon sens, et tu vas nous donner ton regard bien évidemment, ça va les aider à avoir une meilleure relation avec leur chien, ça va apporter un équilibre, ça va ajuster le cadre. Parce que, à mon sens, tant que l'humain ne saura pas répondre à ses propres besoins, c'est comme avec les enfants, il ne saura pas écouter les besoins de son chien. C'est ça. Ou affiner, parce qu'il y en a qui écoutent beaucoup déjà, mais affiner, peaufiner, être vraiment euh, en cohérence, aligné. Moi, je sais que je me balade très souvent en libre avec mon chien parce que j'ai une confiance en lui incroyable. Et qu'est-ce que je kifferais pour que tout le monde puisse le faire, en fait. Vraiment. Mais ça, c'est parce que. Et on le fait pas tout le temps. Dès que je sens qu'il est pas bien, un peu stressé, ou qu'il regarde le chien en face différemment, etc., paf, on se rattache, on se met sur le côté, on machin. Mais voilà. Ou si moi, je suis pas bien ce jour-là, je suis fatiguée, j'ai pas bien dormi, je rentre du cabinet et c'était émotionnellement difficile, etc. Voilà. Mais ça aussi, savoir s'écouter à ce moment-là et pas faire une sortie débile avec son chien en se disant il faut juste que je le sorte. Mais de se dire, bah là, je suis fatiguée, peut-être que je vais manger avant et que j'irai le promener après parce que je me serai fait une pause et que ça ira beaucoup mieux et que je serai réellement disponible pour lui à ce moment-là. Ouais, savoir s'écouter. C'est pour ça qu'on veut proposer donc 2 jours. 2 jours. 2 jours ensemble, en petit groupe, où on va pouvoir vraiment explorer. Donc c'est grâce à ton travail que tu vas nous permettre d'explorer tous les besoins, tout ce qui peut se cacher aussi derrière nos émotions, nos ressentis. Et l'idée, c'est de pouvoir aussi faire des parallèles avec nos chiens, évidemment, et de aussi apprendre à les observer. Donc il y aura une partie où on sera avec les chiens. Donc ça sera accessible à des personnes qui viendront avec leur chien ou sans leur chien. Et on va pouvoir avoir des phases d'observation pour aussi comprendre qui est cet individu. Là, on parlait du rose qui peut être en libre. Il y a des chiens, c'est trop compliqué pour eux d'être en libre parce que beaucoup de craintes, parce que l'environnement, etc. Ou même pour les humains. Et ça, le but, c'est pas de dire, bah non, on va changer ça, c'est on va accepter aussi et Ben comprendre. voilà, c'est OK en fait. Voilà, C'est OK. À partir du d'accepter, moment où on a compris pourquoi, c'est c'est ça. OK. Donc ça va permettre de creuser un petit peu, d'affiner un peu plus notre compréhension Ouais. par rapport au langage canin, par rapport aux émotions et par rapport aussi à la relation qu'on peut entretenir avec eux. Donc, si on vient avec notre chien, ben, on va pouvoir approfondir en direct ça, ou même sans nos chiens, ça va être intéressant parce qu'on va pouvoir être amené à se questionner. Et en fait, pendant les 2 jours, on va faire toujours un ping-pong entre ton approche, mon approche, qui est au final très complémentaire. Et de pouvoir accompagner au mieux pour que chacun puisse ressortir derrière avec des réflexions, avec des clés Pour avancer. pour avancer, voilà, Voilà. et se sentir Parfait. bien. Voilà. Donc, bah, les dates, on reviendra aussi bah, vers tout le monde pour fixer des dates parce que c'est pas encore défini, mais ce sera à la rentrée et sur Chantilly, dans Et l'Oise. sur Chantilly, je vais venir à Chantilly. Faire du tourisme, manger de la chantilly, visiter le château, Que je n'ai pas fait la dernière fois. Faire tout ce que j'ai pas fait la dernière fois. et bah voilà, faudra que je t'organise ça. Donc, bah, en tout cas, je te remercie vraiment pour cette interview. C'était Merci, super Romy. riche et intéressant. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin, quelque chose pour conclure sur nos Pensez échanges? à moi dans la douche tous les matins. Écoutez vos besoins. Je vais le faire, ça, je le fais pas. Je le Eh fais. ben voilà. On va tous faire. Qu'est-ce qu'elle a dit, Stéphanie? Qu'est-ce qu'elle a dit, Sylvie? Comment je Alors vais? attends, je suis sous la douche. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Voilà. Posez-vous la question. Comment je vais là, tout de suite maintenant? Bah, d'ailleurs, je te la pose. Comment tu vas là tout de suite maintenant? Mais ça va bien. Et toi? Ça va très bien. Je suis détendue. Bon, bah nickel. Bon, bah, je te remercie. Puis, dans tous les cas, dans la description du podcast, je vais mettre le lien vers ton site aussi. Ok. Et quand nous, on sera bien OK, on pourra communiquer sur la date de la formation.